Excelle dans cet exercice régulièrement. On a un petit peu de retard, je suis désolé dans le démarrage, mais on vous propose de commencer tout de suite et le temps que les dernières personnes se connectent. On est ensemble, jusqu'à environ 13h30. L'idée, c'est qu'après vous puissiez partir à vos autres occupations et on va se centrer aujourd'hui sur, un dispositif qui s'appelle Totem. Alors vous peut-être certains d'entre vous se demandent qu'est-ce qu'il y a derrière ce nom? C'est un dispositif, opérationnel qui fonctionne depuis quelques années sur le territoire de Grenoble, et qui vise à, accompagner des gens directement de la rue au logement. Donc, derrière ça, il y a beaucoup d'éléments qui nous intéressent. Donc on va pouvoir, rentrer dans le détail. Alors pourquoi totem? Marie, je te laisse passer à la diapo d'après. Oui, non, alors, oui, on va passer directement à la diapo d'après. On reviendra après sur le totem, on a tendance à dire que c'est un dispositif qui est emblématique du logement d'abord, puisqu'il permet d'accéder, directement à un logement, à des personnes qui en apparaissent en première intention, très éloignées. Donc je vous ai remis quelques principes, à l'écran du logement d'abord, dont la fameuse métaphore des marches d'escalier où on a à gauche des personnes à la rue, différents dispositifs qui peuvent y répondre, de l'hébergement d'urgence, de l'hébergement d'insertion, du logement avec accompagnement, puis du logement autonome. Et on a tendance à dire, pour schématiser, que, dans l'approche classique, quelqu'un qui est à la rue, on le mettait à l'abri dans un centre d'hébergement d'urgence, puis après dans un centre d'insertion et puis après dans un logement accompagné et à la fin, potentiellement, à la fin de ce parcours en escalier, on pouvait accéder à un logement. L'idée du logement d'abord, pour faire court, c'est d'essayer de se dire: on essaye, là où c'est possible, d'accélérer et de faire rentrer directement les personnes dans le logement autonome auquel ils aspirent, quitte à les accompagner à l'intérieur dans la durée, donc ça, on va le voir. Donc ça, c'est un des grands principes du logement d'abord et sur lequel, Totem, agit, directement. Parce que là, on a vraiment un dispositif où la quasiment ouvert tous les gens qui rentrent sont, à la rue et vraiment à la rue, au moment où, ils vont rentrer dans les logements. Les collègues auront l'occasion de nous l'expliquer. Et puis au-delà de ce principe de parcours, qui est un des grands principes du logement d'abord, il y a tout un tas de principes, clés qui sont, dans la philosophie de l'accompagnement, la posture de l'accompagnement, la place qu'on donne à la personne dans l'accompagnement, que Totem, applique, depuis son démarrage, et en fait des principes d'action assez forts. Voilà, donc on a tendance à dire que si on prend les brochures, du ministère qui décrit les grands principes du logement d'abord, ben, on retrouve un petit peu les grands principes, que Totem essaie d'appliquer et applique au quotidien depuis une dizaine d'années. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est concrètement comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que permettent d'apporter ces grands principes quand on les applique? Quelles sont les difficultés de les appliquer? C'est pas toujours simple, qu'est-ce que ça apporte? Donc voilà un petit peu le déroulement d'aujourd'hui. Donc on va donner la parole à Lionel Thibault, qui est responsable du service, à Maureen, Perret-Despias, qui est éducateur spécialisé au sein de l'équipe. Donc ils vont nous présenter l'équipe, et cetera. L'enjeu de leur intervention, c'est que, bah, ils nous parlent de ces fameux grands principes. Je ne les ai pas détaillés tous dans le détail, mais c'est quoi les grands principes d'intervention de Totem? C'est quoi le pari? C'est quoi l'enjeu du dispositif? Et puis, évidemment, qu'ils ne restent pas que sur les principes, mais qu'ils nous fassent toucher du doigt le quotidien, concrètement. C'est quoi les besoins des usagers qu'il y a en face? C'est quoi les demandes? Comment l'équipe intervient dans le cadre de ces principes? Qu'est-ce que ça donne? Donc, ils vont avoir la difficile tâche en 20-25 minutes de nous faire toucher du doigt ces 2 dimensions-là pour qu'on puisse après, échanger ensemble. On aura la chance pour lancer l'échange de pouvoir compter sur Richard Dio, qui est directeur de l'accueil de jour Point d'eau, et qui, à ce titre-là, en tout cas, moi je l'imagine, donc les questions iront un peu en ce sens-là, est un des prescripteurs potentiels des publics qui sont à la rue, en accueil de jour et qui souhaitent rentrer dans un logement. Donc ce serait intéressant qu'il puisse nous donner son point de vue depuis cet accueil de jour sur qu'est-ce que produit le dispositif Totem, ce à quoi il répond, ce peut-être à quoi il ne répond pas et comment tout ça évolue. Et puis bien sûr, on aura, suite à ces 2 interventions, de nombreuses questions auxquelles on pourra répondre, donc n'hésitez pas à utiliser, le chat, à lever la main et on organisera les tours de parole, pour répondre à vos questions. Donc je donne la parole à Lionel et Maureen pour une petite, vingtaine, 25 minutes, pour qu'on puisse, toucher du doigt, concrètement, qu'est-ce que c'est Totem? À qui ça s'adresse? Comment ça fonctionne?
Merci Arthur pour cette présentation. Donc on va essayer de faire vite sur la présentation pour effectivement pouvoir ensuite davantage répondre à vos questions. Et pour préciser avant de commencer aussi que du coup Arthur L'Huissier qui vient de faire la présentation fait partie du comité de direction du coup de Totem. C'est pour ça que peut-être que sa présentation élogieuse de notre service n'y est pas pour rien. Donc Totem est né en 2020, en 2012. Du coup on a 11 ans et n'est pas une association, c'est un service multipartenarial qui est coporté par le Relais, Ozanam et l'Oiseau Bleu qui aujourd'hui sont regroupés derrière le groupement des possibles, du coup un toit pour tous et le centre de soins Abbé Grégoire. La philosophie, en tout cas l'idée originelle, c'était que suite à un centre de stabilisation qui avait fermé, qui s'appelait La Place et qui visait les personnes en situation dite en situation de grande exclusion, l'idée, c'était à l'époque de se saisir des prémices de la politique du logement d'abord pour proposer un accompagnement social aux personnes qui ne relevaient pas de l'hébergement social classique. Donc, le public de Totem, historiquement, il a pas changé. Alors, on verra peut-être par la suite qu'il a un peu évolué, mais c'est les personnes qui ont ou qui peuvent avoir des ressources et qui ne vont pas en structure d'hébergement social classique. Majoritairement, c'est encore le cas cette année, c'est-à-dire que 66% des personnes accompagnées par Totem sont accompagné d'animaux. Et donc ça, malheureusement, malgré ce sujet, en tout cas, qui est souvent énoncé, beaucoup de projets, on constate que c'est quelque chose qui bouge peu. C'est-à-dire que les personnes accompagnées d'animaux n'accèdent pas ou peu au dispositif d'hébergement, même si je pense que Grenoble est assez avancé par rapport à d'autres villes. Voilà, en tout cas, donc ça c'est le public. Un toit pour tous, le Relais aux Anam, l'Oiseau Bleu et le Centre de soins Abbé Grégoire se sont regroupés, alors accompagnés de l'ELMPP aussi à l'époque, du coup, pour voilà, proposer un service, du coup, dit de logement d'abord. Donc, la mission de Totem, c'est d'accompagner ces personnes, du coup, à capter, pour le coup, enfin, vers le logement. Donc, il y a deux conditions pour être accompagné par Totem. Du coup, c'est accepter un accompagnement et vouloir un hébergement, enfin, vouloir un logement. Voilà. Ensuite, on parle d'un accompagnement social à la carte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a pas d'autres obligations, enfin, il n'y a pas d'autres demandes du coup que de vouloir un logement et d'accepter un accompagnement social. Et ensuite, derrière le logement, tout se déroule. C'est-à-dire que les personnes, du coup, vont potentiellement faire des démarches de santé, des démarches d'accès à l'emploi, des démarches d'insertion sociale classique, du coup, mais on parle d'un accompagnement à la carte. Ça se base sur une équipe qui est pluridisciplinaire. Donc, aujourd'hui, l'équipe de Totem, elle se compose, alors, l'équipe initiale de Totem, elle se compose de deux éducateurs spécialisés, deux travailleurs pairs, une infirmière, un chef de service, un agent de maintenance, une secrétaire. Alors, tout le monde n'est pas à temps plein, évidemment. Ça, c'est l'équipe du coup de base de Totem et la particularité mais ça, non, c'est Maureen qui reviendra du coup sur les particularités. Mais je dis l'équipe initiale parce qu'aujourd'hui, il y a deux personnes en plus. C'est-à-dire qu'il y a trois éducateurs spécialisés et il y a trois travailleurs pairs. Parce que depuis 2022, il y a un projet dit nommé la plateforme Addiction. Donc on va en revenir aussi, mais c'est que Totem pratique du coup a une pratique de RDR internalisée, donc de réduction des risques et des dommages internalisés à l'accompagnement social. Et on a été retenu, du coup, sur un appel à projet pour promouvoir la réduction des risques au sein du secteur HAIL, donc accueil, hébergement, insertion, logement. Et donc, c'est à ce titre-là que depuis, donc là, c'est la dernière et la troisième année, que depuis 2 ans, on a renforcé l'équipe de deux personnes pour pouvoir intervenir, enfin, pour pouvoir dérouler ce projet de la plateforme addiction. Pour en revenir rapidement sur la philosophie logement d'abord, il y a plusieurs points pour. C'est-à-dire que. euh, alors, nous, on est toujours embêtés avec le logement d'abord. C'est-à-dire que dans la manière dont on le. C'est-à-dire que si on prend le plan quinquennal, c'est quelque chose de très large. Il y a l'IML, il y a les pensions de famille. Voilà. Donc, nous, notre définition, en tout cas, notre sentiment d'appropriation du logement d'abord à Totem, l'évidence, en tout cas, le numéro un, c'est le non-diagnostic. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas de diagnostic des personnes, en tout cas de la capacité, sur la capacité à habiter.
Ça, c'est la porte d'entrée. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on évalue à l'arrivée à Totem. C'est-à-dire, on part du principe et qui est un principe pour le coup, du coup légal, de dire tout le monde doit avoir un logement. Et une fois, donc c'était l'inverse des marches que vous avez vues. Et donc, ce qui nous intéresse davantage, du coup, c'est bah, comment on se maintient dans le logement. C'est-à-dire que si potentiellement il y a des difficultés qui vont arriver, bah, comment on traite celles-ci. Mais d'ailleurs, on pourra peut-être revenir, mais globalement, voilà, les statistiques qu'on a chaque année sur les soucis d'impayés ou c'est les soucis de troubles du voisinage bah, viennent prouver en fait on a raison de ne pas faire de diagnostic parce qu'on en ferait, potentiellement on se tromperait du coup et on participerait, on générerait en tout cas beaucoup de représentations qui ne se retrouvent pas au final dans nos chiffres. Donc ça c'est la première chose, c'est que voilà, il n'y a pas de diagnostic sur la capacité à habiter. La deuxième chose, c'est la dissociation entre le logement et l'accompagnement social. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours fait, c'est quelque chose qu'on est en train de remettre, mais qui nous semble très important. L'idée, c'est vraiment de pouvoir protéger le lien, c'est-à-dire de dire, bah, potentiellement, ça peut mal se passer dans un logement. Du coup, on peut, voilà, nous, on accompagne parfois certaines personnes qui sont expulsées, mais derrière, de dire, alors, il y a à la fois le droit au recommencement, de dire, bah, on peut aller capter un deuxième, un troisième logement. Du coup, et pour ça, le fait que ça soit dissocié de l'accompagnement social, du coup, bah, c'est important parce que on a pu le faire par le passé, mais le fait de gérer à la fois la gestion locative, les payés, excusez-moi, le paiement de loyer, du coup, et l'accompagnement social, quand il y a des difficultés, en tout cas, ça peut ne pas favoriser le lien. La troisième chose très importante, en tout cas, nous, c'est la saisine directe. C'est-à-dire que, il y a une porte d'entrée spécifique à Totem qui est hors SIAO, même si le SIAO participe à nos commissions d'admission. L'idée, et c'est quelque chose qui a été défendu et négocié dès le début avec les services de l'État, c'est le fait d'enlever le maximum de freins pour pouvoir accéder du coup au service. Et que si on demande aux personnes d'aller voir une assistante sociale pour faire une demande SIAO, bah, on se rend compte qu'on passe à côté d'une partie de notre public. Ça, pareil, les statistiques le montrent. C'est-à-dire que, grosso modo, alors je les ai plus exactement sur l'année dernière, mais du coup, c'est entre 50 et 70% des personnes qui sont orientées sur Totem par le bouche à oreille, ou via des connaissances, ou via des gens qu'on accompagne. Donc, on se rend compte pour le coup que c'est des personnes qu'on n'aurait pas touchées s'il n'y avait pas cette porte d'entrée directe. Souvent, c'est des personnes qui ne sont pas en lien avec d'autres travailleurs sociaux. Et sur l'autre partie des personnes qui nous orientent, là très souvent, pour le coup, c'est les collègues des accueils de jour, du coup majoritairement, Point d'eau, le Fournil, du coup qui nous orientent du monde. Pour finir sur la philosophie logement d'abord, et on y reviendra sans doute, et c'est la raison du partenariat historique avec Un Toit pour tous, c'est l'importance des partenariats autour de la captation des logements. Il y a un vrai enjeu de totem pour que les personnes ne restent pas trop longtemps du coup à la rue autour de la captation des logements qui aujourd'hui se décline entre donc soit une captation via l'AIVS du coup territoire, soit une captation via nos partenaires privilégiés, et surtout la SDH avec qui on travaille beaucoup, soit des captations du coup via la COP Métro. Voilà, c'est les trois canaux principaux de captation. Et ensuite, là, on privilégie le bail direct la plupart du temps, mais on utilise aussi le bail glissant pour quand la situation des personnes ne permet pas, dans un délai relativement court, c'est-à-dire entre 3 et 6 mois d'attente en moyenne sur les 3 dernières années pour avoir un logement, on utilise le bail glissant, du coup, le temps de traiter une situation de surendettement ou voilà, un passif locatif qui bloquerait. Voilà grosso modo pour la présentation très succincte. J'attends juste que le slide est passé, mais ok. Du coup, nous, par rapport aux modalités d'intervention, on propose un accompagnement social global, donc on est référent sociaux des personnes. On les accompagne sur toutes les questions, donc principalement le logement et la santé, mais tout ce qui concerne aussi les questions de la vie quotidienne ou autres. Cet accompagnement il est assuré par une équipe pluridisciplinaire, donc qui part d'une demande de la personne de base qui souhaite accéder au logement. On intervient en visite à domicile pour les personnes qui ont un logement. En aller vers aussi, on fait aussi pas mal de rendez-vous au local. Euh, du coup, sur les 25 personnes qu'on accompagne,
On propose un accompagnement intensif et on intervient en binôme. Du coup, au vu de l'équipe pluridisciplinaire qu'on a, on essaie de croiser un maximum les binômes. Voilà. Au vu du public qu'on accompagne, et notamment par rapport à leur potentielle rupture aussi avec les travailleurs sociaux et ou avec les institutions, ou encore par rapport au fait qu'ils soient exclus des dispositifs d'hébergement dits classiques, notre but, c'est vraiment de proposer un accompagnement qui soit souple, avec le plus d'adaptabilité possible, pardon. Et c'est un accompagnement aussi qui est non limité dans le temps et qui n'est pas contractualisé. On travaille en multi-référence, donc ça veut dire que tous les collègues accompagnent toutes les personnes accompagnées, donc on en accompagne 25. Ce qui demande aussi du coup beaucoup de rigueur et de communication, parce que du coup on a plein d'outils pour pouvoir fonctionner de cette manière-là. C'est une manière qui convient à l'équipe pour le moment et qui va surtout aux personnes qu'on accompagne. Voilà. On a une pratique réduction des risques qui est internalisée à Totem. Donc la RDR qui se traduit par une pratique et une posture. Donc, on propose du matériel de réduction des risques à Totem. Voilà, on en fait du coup un sujet de santé au sein de l'accompagnement. Et on a aussi des maraudes de réduction des risques qui sont organisées tous les vendredis par les collègues pairs. Juste, est-ce que vous pouvez nous préciser un peu ce que vous mettez derrière réduction des risques? On parle de quels risques? Enfin, il y a, je pense, des gens non initiés Ok, pardon. Ouais. au thème et peut-être prendre 5 minutes, enfin quelques secondes dessus pour aller un tout petit peu plus loin, parce que c'est une part non négligeable du dispositif Totem d'être sur ce sujet-là. Ok, du coup, la réduction des risques, c'est lié la réduction des risques et des dommages liés aux usages de drogue. Donc, le but, en fait, c'est de réduire les risques sociaux et sanitaires. Donc, premièrement, du coup, à la transmission des virus, des hépatites, du VIH, etc. Et sociaux, du coup, enfin, tout ce qui concerne l'environnement social de la personne. Pour nous, du coup, on part du principe, si la personne, elle consomme des substances psychoactives, c'est que dans tous les cas, qu'on dise quelque chose ou pas, elle va le faire. Donc, autant qu'elle le fasse de manière sécurisée et avec le moins de danger pour sa santé. Le but, du coup, nous, quand je parlais de posture à totem, donc quand on parle de réduction des risques, c'est pas forcément avoir 1000 connaissances en termes de produits, d'effets du produit, etc. On parle plutôt de mode de consommation, du coup, qui serait plus le sniff, l'injection, ingérer. Enfin, il y a plusieurs enfin, il y a plusieurs modes de consommation en tout cas, et la réduction des risques, elle s'instaure là en tout cas via le matériel qu'on met à disposition à Totem pour avoir du matériel propre et qui se partage pas avec les collègues. Donc nous, on fait tout un taf là-dessus, plus la posture d'écoute, de non-jugement et de prendre en considération la personne à un instant T. Donc, où est-ce qu'elle en est à ce moment précis dans sa vie par rapport à ses consommations? Si pour le moment, son souhait, c'est de consommer, nous, on va travailler sur comment on fait pour le faire de manière plus safe. Et si son souhait, c'est d'aller vers le soin, bon, on va l'accompagner pour aller vers le soin, etc. Voilà, et puis on accompagne du coup un public qui a beaucoup de problématiques de santé. Donc on fait un lien aussi, je pense, à une situation où une personne, par exemple, est diabétique, où il y a beaucoup de conso d'alcool aussi. Comment on va essayer de réduire les risques par rapport à ça, parce que du coup, avec les consommations d'alcool, le sucre, il monte en flèche. Donc il y a plein de manières de pratiquer cette réduction des risques. Et en tout cas, c'est un gros sujet à totem, mais qui est abordé au même titre que les autres. Merci beaucoup pour ces précisions. Voilà. Et peut-être la notion de travailleur pair aussi, comment ça se passe à Totem et qu'est-ce que c'est comment on le définit en 2 phrases? Parce qu'il y a peut-être parmi nos spectateurs des non initiés au travail pair. Hmm. Et ben, tout simplement, du coup, c'est des personnes qui ont rencontré ou rencontrent une ou plusieurs des problématiques du coup, que rencontre le public. Globalement, du coup, Donc, c'est un poste, enfin, c'est des collègues du coup qui sont professionnels au même titre que nous, mais où on insiste plus du coup sur la qualité de leur savoir expérientiel. Ça va aussi sur le côté de la réduction des risques où on parle de patients experts aussi, donc c'est les personnes qui sont expertes de leur pratique. Et à Totem aussi, il y a beaucoup de collègues pairs qui ont été et qui sont encore aujourd'hui avec un parcours de vie qui est similaire aux personnes qu'on accompagne. Du coup, ça donne
d'autres modalités d'accompagnement. C'est hyper intéressant. Je ne sais pas si tu veux rajouter. Non, c'est ça. Après, la particularité, effectivement, à Totem autour du travail pair, du coup. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, et c'est vraiment un contrat de travail au même titre que les autres, en tout cas une professionnalité au même titre que les autres, du coup. Mais il n'y a pas de spécial. Alors, une des spécificités, en tout cas à Totem, c'est la question, c'est les maraudes. C'est-à-dire qu'on fait des maraudes de réduction des risques tous les vendredis après-midi, et ça repose uniquement sur les travailleurs pairs en lien avec les infirmiers du centre de soins Abbé Grégoire. Sinon, les travailleurs pairs interviennent en multi-référence avec les autres, du coup, professionnels que sont l'infirmière et les éducateurs spécialisés. Donc, il n'y a pas d'autre attendu. C'est-à-dire que ça vient renforcer, on va dire, voilà, un éventail de compétences, de savoir-être, de savoir-faire qui sont présents au sein d'une équipe. Et que, voilà, de la même manière que l'infirmière, les éducateurs n'ont pas le même, là pour le coup, savoir technique, du coup, on rajoute à ça un savoir expérientiel, du coup, qui favorise souvent, en tout cas, on se rend compte, notamment une question de confiance. Tu vois, s'il y a bien, voilà, il y aurait plein de choses à dire sur le travail pair. Mais ce qui semble en tout cas assez évident, c'est qu'une partie du public dont on s'occupe peut être en difficulté ou avoir des mauvaises représentations, en tout cas des travailleurs sociaux, souvent basés sur un vécu, en tout cas sur du passif, et que voilà, le fait de pouvoir travailler avec des travailleurs pairs à Totem est quelque chose en tout cas qui peut vraiment faciliter le lien. C'est quelque chose qu'on observe assez souvent. OK, merci. Je rappelle à nos spectateurs, hein, vous avez le petit module, questions et réponses intitulé Q&R en bas. N'hésitez pas à commencer à noter vos questions. On y reviendra au fil de l'eau, si vous en avez. Voilà. Merci. Je vous laisse continuer Lionel et Maureen. Bah, après, sur la présentation un peu classique, on a un peu tout posé. Alors, effectivement, on peut commenter. On peut commenter sur les quelques chiffres et finir là-dessus. Et après, on a préparé aussi, c'est-à-dire que l'intitulé, c'était quels enseignements. Donc, il y a un peu voilà, des points de vigilance, de tension, en tout cas des choses dont on pouvait partager. C'est-à-dire, voilà. Donc, grosso modo, sur les chiffres qui apparaissent. Donc, sur l'année dernière, effectivement, donc c'est 25 personnes en file active, mais en moyenne, du coup, donc c'est 38 personnes accompagnées l'année dernière. Je sais pas si, voilà, la durée de suivi est de 3 ans à Totem, c'est quelque chose qui est assez stable, du coup, sur les dernières années. Mais par contre, il y a un delta qui est important. C'est-à-dire que si on regarde aujourd'hui, il y a des personnes voilà, qu'on accompagne depuis quelques mois, qui viennent juste d'entrer, mais il y a une personne qu'on accompagne depuis 9 ans. Mais c'est quand même, ça représente une part assez faible des personnes accompagnées. Mais il y a quelques situations, je crois qu'on avait 4-5 l'année dernière, de personnes qui sont accompagnées depuis plus de 5 ans. Donc là, ça illustre aussi vraiment ce dont parlait Maureen, c'est la question de l'accompagnement intensif. La question à un moment, voilà, d'être présent dans le temps. Du coup, pour des personnes où il n'y a pas de solution, où il y a des retours à la rue. Le service de suite, donc c'est quelque chose aussi voilà, qui est assez important, alors qui n'est pas financé dans le cadre de nos missions, et quelque chose qui a été pensé en tout cas par les créateurs du projet, par les membres fondateurs plutôt. C'est-à-dire que l'idée du service de suite, c'est que, alors généralement une fin, on va dire, assez classique, quand ça se passe bien, du coup, de Totem, c'est, voilà, il n'y a plus de besoins intensifs, relais souvent avec l'assistante sociale de secteur. Voilà, ça c'est la fin classique. Mais du coup, l'idée, c'est de se dire, par expérience, on se rend compte que certaines personnes qui vont passer d'un accompagnement intensif à un accompagnement beaucoup moins intensif, ben voilà, les collègues de secteur sont débordés. Du coup, souvent, elles peuvent pas faire beaucoup de visites à domicile. Enfin voilà, c'est logique, c'est pas comparable. Euh, donc l'idée, c'est de maintenir une porte ouverte pour des personnes, soit qui rencontreraient des difficultés, soit qui souffriraient, en tout cas, d'isolement. Et donc le lieu repère qu'on a ici, où il y a des permanences, du coup, est ouvert à toutes les personnes qui sont sur le service de suite. Et parfois, c'est à peu près 10% de l'activité, le service de suite se concrétise par du travail social. Alors, non pas du travail social en termes de référence. C'est-à-dire qu'on s'interdit, dans le cas du service de suite, voilà, de faire, on va dire, l'accès au droit ou alors d'être référent RSA ou de faire des aides sociales, du coup. Mais par contre, on peut prendre le temps parfois, du coup, d'accompagner la personne vers son assistante sociale, du coup. Euh, et l'idée de ce service de suite, alors c'est évidemment de lutter contre l'isolement, mais surtout, c'est d'éviter de rajouter, en tout cas, une rupture dans le parcours de rupture. C'est de se dire que sinon, on doit intervenir pendant quelques mois pour faciliter le lien avec l'assistante sociale. Et donc, ça peut être des visites à domicile, voilà, des visites à l'hôpital. Et ben, il vaut mieux qu'on fasse ça plutôt que la personne retourne à la rue et qu'on doive refaire au final tout le travail.
La question des animaux, on en a parlé, donc 68%, ça c'est quelque chose voilà, qui est aussi assez stable. Les 2,7 tonnes de croquettes, ça c'était plutôt pour impressionner, mais c'est surtout pour... on remercie vraiment l'APAGI du coup là-dessus, parce que c'est l'APAGI qui nous donne du coup des croquettes pour les gens qu'on accompagne. Et effectivement, par contre, on le voit jamais en termes de volume. Et quand on a calculé le volume l'année dernière, voilà, on s'était pas rendu compte qu'on avait distribué autant de croquettes. Ça sera à mettre en lien aussi avec, on va en parler, mais enfin, globalement, le service total accompagne uniquement des gens en situation de pauvreté, voire de grande pauvreté. Donc voilà, soit des gens qui ont le RSA ou la H et que le budget croquette est un budget important. Donc voilà, le fait clairement de distribuer des croquettes, du coup, c'est très apprécié par les personnes. 9 personnes ont accédé à leur premier logement en 2023. Du coup, donc c'est sur les 13 nouvelles personnes accompagnées de l'année dernière. Donc c'est presque la moitié de la file active qui se renouvelait. Donc c'était assez considérable. Voilà, il y a 9 personnes qui ont accédé à un premier logement. Voilà, et les interventions sur la santé. Donc effectivement, c'est-à-dire que la présence de l'infirmière, du coup, mais aussi des travailleurs pairs dans le cadre de la multiréférence et aussi du coup, on se rend compte, voilà, que les démarches de santé, elles sont très importantes et elles sont d'autant plus importantes que quand on parlait de non-contractualisation, c'est-à-dire qu'il y a peu de gens qui arrivent au début en disant ah bah je veux être aidé sur la santé. Il y a des gens qui le disent sur la question addicto, parce que maintenant on a vraiment cette étiquette-là et qu'à l'entretien d'embauche, des personnes ont entendu parler de nous et vont pouvoir en parler. Mais voilà, sinon, la santé, du coup, c'est pas quelque chose forcément qui est parlé en amont. Par contre, et c'est la pertinence du logement d'abord, en tout cas, c'est là où ça renforce. C'est-à-dire qu'on se rend compte de passer par cette porte d'entrée, de dire, OK, bah, tout le monde doit avoir un logement parce que c'est la base pour être en sécurité, pour bien dormir, pour penser un après. Enfin voilà, c'est à partir de ça que tout même si quand on dit ça, même si quand on dit ça, ça semble assez évident, bah, on se rend compte du coup que il n'y a pas besoin de le contractualiser et que, alors je crois, enfin, grosso modo les chiffres, mais l'année dernière, c'est 80% des gens du coup demandent au final un accompagnement santé. Du coup, alors à échelle variable, hein, certains vont demander du coup, voilà, d'être orientés sur un XAPA par rapport aux addictions, ou d'autres vont vraiment du coup entamer voilà, des soins par rapport à des pathologies chroniques ou autres. Mais globalement, c'est quelque chose voilà, qui vient souvent et qui représente un volume important. Là, il y a le lien aussi à faire avec la spécificité de notre public. C'est-à-dire que les personnes qu'on accompagne souvent voilà, ont un lourd passé de rue, d'errance en tout cas, voilà, 5, 10, 15 ans de rue, et que pareil, une autre évidence, mais du coup, la rue abîme et que elle abîme fortement et que la question des problématiques de santé des personnes qui vivent à la rue, pour le coup, du coup, sont Mmh. surreprésentées. Est-ce que, je caricature, mais est-ce que ça vous paraît cohérent si je dis que Totem, c'est un public principalement d'hommes seuls avec chiens? Parce qu'on parlait d'animaux, mais c'est principalement des chiens, qui sont des profils des gens qu'on peut retrouver, près de la gare, dans les rues piétonnes, qu'on peut croiser dans notre quotidien, et qui ont pour un bon pourcentage, connu des difficultés dès l'enfance? Est-ce que voilà, pour que ça parle aux gens, ou est-ce que c'est une caricature et que le public est beaucoup plus varié? Voilà. On a alors ouais, trois quarts des personnes sont des hommes. Mmh. En moyenne, un quart sont des femmes. C'est une vraie, c'est un vrai questionnement ces dernières années. On n'a jamais eu le temps de le développer, mais c'est quelque chose qu'on aurait aimé mettre au travail. On se rend compte que ça correspond pas, en tout cas, au pourcentage de femmes à la rue. C'est-à-dire que le pourcentage le pourcentage d'hommes accompagnés par Totem, pour le coup, est surreprésenté par rapport au public, du coup, à la rue. Et on se demande pourquoi, du coup, effectivement, on a moins de demandes, du coup, d'orientation pour les femmes. Voilà, c'est un sujet en cours. On voulait travailler là-dessus. En tout cas, on s'est rapproché du local des femmes pour ça. Mais effectivement, c'est une vraie question, mais qu'on n'a pas suffisamment travaillé. Sur la question, tu voulais. Non, sur la question de la protection de l'enfance, la plupart, enfin, une grande majorité des personnes qu'on accompagne, ils ont eu un parcours à l'ASE et du coup un lien aussi avec la rupture qu'il y a à la majorité en fin de parcours de protection de l'enfance, quoi.
Mmh. C'est 80% des personnes qu'on accompagne, il me semble. Ouais, enfin, ça c'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire que sur une des caractéristiques du public, en tout cas quand on dit alors, la question du parcours de rupture et de toutes les ruptures, enfin beaucoup de ruptures, rupture familiale, rupture professionnelle, voilà. C'est une vraie caractéristique du public et celle effectivement du passage par la protection de l'enfance. Donc je fais le lien aussi avec le rapport aux travailleurs sociaux. Ça, quand je disais, souvent il y a un passif avec les travailleurs sociaux. Pour beaucoup d'entre eux ou d'entre elles, ce passif vient aussi pour le coup de ces placements-là. Et ce qui peut expliquer aussi un temps de dire, ah bah non, je veux plus voir de travailleurs sociaux. Même si, quand je dis ça, c'est une grande généralité parce qu'ils envoient dans les accueils de jour, ils envoient, voilà. Mais Mmh. voilà. Ok, merci. Non, mais je trouve ça toujours intéressant de repointer l'origine des difficultés des gens et de se rendre compte que ça s'inscrit souvent dans des parcours où ils ont subi beaucoup de choses. Après, il y a quand même une précision importante pour Totem. C'est-à-dire que quand on parle du public en situation de grande exclusion, aujourd'hui, on se rend compte, notamment via les maraudes, et je pense que c'est quelque chose dont Richard va témoigner, c'est-à-dire que on voudrait pas que ça vienne cacher. C'est-à-dire que selon nous, aujourd'hui, les grands exclus, c'est les personnes qui n'ont pas de papier ou qui sont en situation administrative non régularisée, que les collègues voient en squat. Enfin, entre guillemets, c'est eux les grands exclus parce qu'il n'y a pas de perspective. Du coup, donc nous, quand je disais qu'on accompagne que les personnes qui peuvent avoir des droits ouverts, donc qui peuvent payer du coup un logement, de base, on ne concerne pas les personnes qui ne peuvent, qui n'ont pas de papier. Du coup, donc, voilà, je voudrais pas que ce terme exclu vienne pour le coup, voilà, cacher un constat qui est alarmant par beaucoup d'acteurs et notamment les acteurs des maraudes. Donc, du coup, voilà, qui sont les gens sans perspective de vie. Bon, ça n'empêche pas que, voilà, juste quand on prend les gens qui peuvent avoir des papiers, il y a déjà suffisamment de gens à la rue ou dans des situations dramatiques pour qu'on ait suffisamment de travail. Mais le logement d'abord, en tout cas, souvent tel qu'il est pensé ou développé, ne répond pas, en tout cas, à tout un pan des personnes à la rue. Mmh. D'accord. Ben, on va sûrement y revenir par l'approche de Richard. J'ai déjà deux, trois questions qui sont apparues donc il y en a une qui touche autour du passage par le SIAO. Donc Lionel l'a expliqué. En théorie, pour rentrer dans le dispositif d'accompagnement, d'hébergement, logement, on doit aller voir un travailleur social, remplir une demande qui est traitée par une commission et qui va dire, voilà, vous pouvez vous rapprocher de tel service. Ça, c'est le schéma classique avec ce service intégré d'accompagnement et d'orientation. Et effectivement, Totem, c'est un peu l'exception, puisque tout en étant bien financé par l'État, enfin financé par l'État pour ouvrir ses places, il a l'autorisation un peu exceptionnelle de pouvoir faire de l'admission en direct, évidemment en articulation avec le CIAO, c'est-à-dire qu'il y a bien un travail collectif, mais où les personnes ne sont pas obligées de faire cette étape-là, de remplir ce fameux dossier, qui soit traité par une commission centralisée. Ils peuvent directement se rapprocher de Totem, qui va les recevoir et qui va porter leur dossier dans la commission d'attribution interne de Totem. Donc oui, c'est un dispositif qui a cette dérogation, ce qui ne l'empêche pas d'être financé les crédits de l'État. Donc, techniquement, pour ceux qui se posent la question, Totem, c'est un CHRS. C'est des places de CHRS, 25 places, comme un établissement ou centre d'hébergement et d'insertion sociale, sauf qu'il se fait en diffus directement dans les logements. Donc, il y a 25 logements disséminés sur le territoire, enfin, 25 personnes suivies, donc certains dans des logements. Donc, ce n'est pas un établissement, c'est chacun est accompagné dans son logement. Donc ça, c'était pour répondre à la petite spécificité. Il y a une question que je vais vous transférer, qui est, Lionel ou Maureen. Vous allez dire remerciements pour la présentation. Est-ce qu'il y a une dimension collective entre les personnes accompagnées? Est-ce qu'il y a des activités, des réunions, des projets? On a bien entendu l'accompagnement individuel, le sur-mesure, le parcours de chacun. Mais qu'est-ce que vous faites en tant que collectif? Est-ce qu'il y a un lieu repère où les gens peuvent venir, puisqu'ils sont chacun dans un logement et pas dans un établissement regroupé? Voilà, il y a une question autour de ça. Alors effectivement, petit rappel historique, quand on s'est créé, c'était le tout début de l'expérimentation du 1 chez soi d'abord. Alors il n'y en avait pas à Grenoble à l'époque, on est allé rencontrer les collègues de Marseille. Et donc on avait, voilà, sur la plupart des pratiques, on s'était inspiré, on avait fait, voilà, le modèle un chez soi d'abord, mais avec une porte d'entrée sociale et non pas une porte d'entrée médicale. On avait effectivement ajouté à ça la question du lieu repère. Du coup, voilà, sur la dimension, en tout cas, lutte contre l'isolement. Et c'est quelque chose, du coup,
dont voilà, qu'on essaie d'évaluer un peu constamment, mais qui semble pertinent, en tout cas au vu des fréquentations des permanences. Et c'est ce qui nous distingue notamment du chez soi d'abord, c'est-à-dire que, alors hormis les publics, hein, du coup, et on pourra parler aussi d'ailleurs de comment le paysage social dans lequel on a ouvert Totem il y a 11 ans et le paysage aujourd'hui grenoblois a fondamentalement changé. Ça, il y a eu beaucoup, enfin, de nombreuses autres structures qui sont arrivées, et c'est une très bonne chose. Euh, mais du coup, il y a effectivement le lieu repère. On fait 2 permanences par semaine, donc qui n'est pas un accueil de jour. Ça, c'est vraiment un lieu pour les personnes qu'on accompagne, donc pour les 25 personnes accompagnées et le service de suite. Et effectivement, alors on a un lieu repère qui a différentes fonctions, avec du coup notamment des permanences petit déjeuner, il y a une douche, il y a tout la question de la réduction des risques, la question voilà, juste de la possibilité de venir se poser, de pouvoir venir sans rendez-vous rencontrer les collègues pour réaliser une démarche. Et après, il y a plusieurs projets en cours, du coup. Là, en ce moment, il y a le projet Entropie, du coup, qui est organisé avec plusieurs réunions avec Entropie, donc pour pouvoir aménager les extérieurs de Totem. Donc voilà, ça s'est fait avec les personnes accompagnées sur libre adhésion aussi, hein. Il n'y a peut-être pas forcément les mêmes personnes qui viennent à chacune des réunions, mais en tout cas, l'aboutissement du projet, c'est au printemps, pour pouvoir aménager les extérieurs de Totem, donc la cour, l'arrière-cour, en fonction des idées des personnes, avec voilà, donc Christophe d'Entropie qui est sur ce projet-là avec notre collègue Adèle. Sur les temps de permanence, il y a aussi quelque chose d'autre qu'on porte autour de l'autosupport. Donc les permanences autosupport, c'est des permanences journées, du coup, qui sont du coup, sur la permanence du jeudi matin. On a élargi la permanence pour pouvoir toucher plus de personnes parce que c'est quand même assez... c'est pas prévisible du coup sur ces temps-là. On peut pas savoir combien de personnes vont être présentes, etc. Mm. C'est Donc, quoi autosupport? voilà. Donc, sur ces permanences-là, c'est organisé avec les alcooliques anonymes et les narcotiques anonymes. Donc, c'est des personnes qui parlent de leurs pratiques avec les personnes qu'on accompagne, donc qui ont les consos ou un passé de consos en commun. Le travail pair, c'est aussi du coup une forme d'autosupport. Euh, le but de faire ces permanences d'autosupport avec les NA et les AA, donc alcooliques anonymes, narcotiques anonymes, c'est que les personnes puissent avoir accès à l'information, accès aux bonnes informations, pouvoir déconstruire les représentations des personnes qu'on accompagne, pouvoir les ouvrir à des nouveaux accompagnements, du coup, enfin, pouvoir les rapprocher de l'autosupport et inverser un petit peu. Pour le coup, du coup, là, c'est les NA et les AA qui viennent à Totem, sans forcément avoir des réunions comme ils font dans Mm. l'association, mais du coup, plus l'inverse, pour dire en fait que s'ils veulent venir, c'est possible, et comment, pourquoi, à quelle heure, et est-ce que nous aussi, on peut les accompagner. Enfin voilà, donc, du coup, on bosse sur Ok. On a eu 2 journées pour l'instant expérimentales là-dessus. Et on en refixe une sur 2024 tous les trimestres et à voir comment on adapte le format aussi parce que c'est pas des journées qu'on peut forcément organiser très clairement. Donc on y va à tâtons en fonction des journées, en fonction de qui est présent et en fonction de ce qu'ils viennent chercher par rapport à ça. Voilà. Et il y a un dernier projet auquel on tient beaucoup, c'est le projet médiation canine. C'est-à-dire qu'on travaille avec l'association Solivette, du coup, notamment Théo Noguier, et une médiatrice canine, où là, l'idée, c'est aussi enfin, d'offrir une possibilité d'un accompagnement par une médiatrice canine des propriétaires d'animaux et des animaux lors de l'entrée dans le logement. Mm. Euh, voilà, ça c'est aussi, du coup, je le raccroche à l'idée, enfin, en tout cas, la spécificité, pardon, de notre public, du coup, et au logement d'abord. C'est quelque chose, effectivement, qui est à prendre en compte, du coup, dans le maintien dans le logement, la question animale. Ok. Et il y a encore une autre chose par rapport au chantier d'insertion qu'on n'appelle pas comme ça d'ailleurs. On embauche des personnes accompagnées de totems sur un temps court, donc une semaine généralement. On organise ça sur le mois de décembre, où du coup, cette année, c'était plus du rangement, débarrassage de la grosse cave du CHRS du relais aux ANAM, aller-retour à la déchetterie, etc. Donc le but, c'est enfin, que les personnes puissent se tester à des conditions de travail, savoir comment elles arrivent à gérer avec la réalité de leurs conditions physiques et ou psychiques,
Et du coup, il y a aussi tout un taf autour de la réduction des risques pour les personnes qui consomment sur ce temps-là. Donc, on peut dire que l'activité, c'est un prétexte, mais pas que, du coup, parce qu'il y a des personnes qui après ce chantier, enfin, on parle plus de retour à l'emploi, ou pas d'ailleurs. Mais il y a aussi ce chantier qui a lieu généralement une fois par mois. C'est pas toujours la même chose. Il y a eu celui d'avant, c'était de la peinture à totem. Enfin, on essaie de trouver des activités chaque année. Voilà. OK. Donc oui, il y a vraiment une dynamique, collective, du coup, ça répond à la question avec, du détail. Avant que vous passiez aux enseignements dont certains vous avez déjà abordés, donc vous pourrez peut-être, mettre l'accent sur ceux qui n'ont pas encore été vus. Il y a une question dans le chat d'avoir un ordre d'idée du coût, du dispositif, peut-être un coût à la place, pour ceux qui auraient des repères, ça donne toujours une idée. Je sais pas comment Lionel ou Maureen, pouvez nous donner une appréciation à peu près du coût du dispositif ou de l'accompagnement, dans ce Ah, eh ben, le financement CHRS, hein, alors c'est entre, je crois que c'est environ 13 000 € à la place. voilà, bah, parfait, ça En donne. sachant qu'on a quand même un financement croisé, c'est-à-dire que c'est vraiment le financement CHRS, voilà, qui finance le plus gros du service. Mais ensuite, et notamment le cadre des permanences et des services de suite, on peut le faire grâce au soutien important de la Fondation Abbé Pierre, voilà, qui nous soutient depuis longtemps et qui nous permet de faire ça. Et ensuite, on a des financements, en tout cas notamment pour le poste de l'infirmière et des travailleurs pairs, du coup, de la ville de Grenoble et de l'ARS autour de la dimension santé. Donc, D'accord. effectivement, ça a un coût de pouvoir proposer un accompagnement intensif, non limité dans le temps, tout ça. Et donc, c'est donc bien grâce au final à la fois au financement CHRS et à la fois au financement croisé. Je le précise parce que souvent, il y a aussi ce débat, enfin ce débat, en tout cas ce point de vigilance autour du logement d'abord. C'est-à-dire que le logement d'abord pour les publics en situation de grande exclusion, voilà, a un coût et se fait avec des moyens, du coup, qui doivent être des moyens assez conséquents. Oui, et puis on a bien abordé, vous avez bien abordé le sujet de l'ensemble des dimensions d'accompagnement que vous prenez en compte. On aurait pu aborder les coûts évités aussi, stabilisation de la santé des gens, moindre recours aux urgences, enfin tout un tas de choses qui font que, voilà, le coût, n'est pas forcément un coût au final, quoi. Le Oui, oui. service a un coût pour la qualité qu'il rend et il faut regarder dans le parcours des personnes et les coûts évités pour, vraiment se poser la question si c'est trop cher, pas assez cher, efficace, voilà. Donc nous, en tout cas, on est plutôt persuadés que c'est très efficace, mais c'est bien dans ce sens-là qu'il faut l'appréhender. Merci pour la réponse à la question de notre auditeur. Je vous propose de passer à la dernière partie de votre intervention sur les enseignements et je pense qu'il y en a certains que vous avez déjà abordés, donc ça peut vous permettre de poser le débat. C'est Marie qui a la main, peut-être pour passer la diapo? Il me semblait qu'ils étaient inscrits sur la suivante. Non, non, je ne les avais pas repris sur la On les a pas diapo. repris. Alors, a cappella, du coup, Lionel ou Maureen, est-ce qu'il y a quelques enseignements euh, clés que vous voulez Finalement, ça marche Alors, pas, c'est dur, c'est pas dur. Commence avec toi. Ok, je lance sur du coup, les enseignements avec Lionel. Désolée, du coup, après, je vais devoir filer. Donc Bien voilà. sûr, il n'y a pas de souci, merci. On a noté du coup sur les enseignements sur la pertinence de l'outil du coup pour le public sur le public cible, donc un public qu'on n'arrive pas forcément à capter du coup de par leur exclusion des dispositifs d'hébergement classiques et de par leur situation très précaire et leurs nombreuses années de rue. Donc voilà. Mhm. Et d'où l'utilité aussi de la saisine directe pour ce dispositif-là. Donc un public je pense en tout cas que d'autres services n'arrivent pas forcément à capter. c'est ça. Par rapport au projet de base, on se rend compte dans les éléments statistiques, du coup, clairement, que typiquement le fait d'avoir une marge de réduction des risques, mais surtout d'avoir internalisé une pratique de réduction des risques, du coup, ça répond à un besoin. Ça que l'année dernière, c'est 100% des personnes accompagnées par Totem, du coup, qui sont concernées par une addiction. Sur d'autres sur d'autres enfin, sur ce qui a été pensé du coup à la base du projet, la question de la pluridisciplinarité de l'équipe et donc notamment avec voilà, le fait d'avoir une équipe qui est quasi à moitié-moitié composée de travailleurs pairs et Mhm. soit d'éducateurs diplômés soit d'infirmiers. Du coup, ça aussi c'est quelque chose pour le coup qui est plébiscité, en tout cas qui est apprécié. Le lieu repère, on en a parlé et j'en ai très peu parlé, mais l'action du droit au recommencement, on y croit beaucoup. Alors voilà, c'est le terme qu'on a inventé pour dire la possibilité d'avoir deux, trois logements. Alors on n'est jamais allé au-delà de trois, mais
on se rend compte que ça va avec la question du non-diagnostic, c'est-à-dire de dire de ne pas ramener quelqu'un à une situation d'échec parce que vécu par le passé. Et on se rend compte effectivement que, voilà, souvent on parle d'une personne qui a été un peu emblématique et où il a fallu le troisième logement, mais parce qu'à ce moment-là, bah, voilà, il y avait eu une curatelle, parce que elle avait vieilli, parce que c'était plus les mêmes voisins, parce qu'il y avait une solidarité au sein de l'immeuble, et là où ça avait pu être assez catastrophique dans l'occupation du logement d'avant, et ben en fait, ça s'est très bien passé dans ce logement-là. Et là, il y a cette idée-là aussi. Alors pareil, ça, il faut voir aussi de quelle personne on parle. C'est-à-dire que, il y a des personnes qui peuvent reprendre la route, qui peuvent changer de ville. Nous, c'est pas trop notre public. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont souvent chronicisées à la rue depuis longtemps et on sait qu'elles sont là, qu'elles restent à Grenoble. C'est-à-dire que si elles perdent leur logement à Grenoble, elles vont pas aller à Lyon, elles vont pas aller à Marseille. Du coup, donc l'idée de dire, bah, voilà, si on la lâche, alors, non pas en position de sauveur, mais si nous, on reste pas pour l'aider à trouver la bonne solution adaptée, du coup, bah, personne d'autre le fera. Donc ça, c'est assez important sur le droit au recommencement. La question de nos limites, en tout cas, c'est que là, on fait enfin, ça marche pas à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, du coup, des personnes. Alors, il y a souvent deux raisons pour lesquelles ça marche pas. Soit les personnes n'adhèrent pas, donc elles n'accèdent pas au logement parce qu'il n'y a pas d'adhésion pour le coup en début de suivi. Du coup, c'est quand même très à la marge, mais ça arrive. Et les quelques autres situations où ça se passe mal, c'est quand pour le coup on va vers une expulsion et qu'il y a une perte de lien du coup avec l'équipe totem pour le coup. Donc là, pareil, on est très légaliste. Du coup, donc voilà, alors sauf quand on est en bail glissant, mais la procédure d'expulsion, c'est les bailleurs qui l'amènent. Euh, Excusez-moi. Et ça, je fais le lien avec Du coup, je parlais tout à l'heure du paysage qui a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'entre il y a 10 ans et aujourd'hui, bah voilà, aujourd'hui, il y a le logement d'abord jeune, il y a le un chez soi avec 100 places, il y a l'IML santé. Donc c'est vraiment, enfin voilà, nous on constate, enfin souvent quand on a des gens qui viennent, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'hébergements chez des tiers, des personnes entre elles. Du coup, et quand on voit quand même le volume de ce nombre de places, c'est vraiment pas rien, je trouve, sur le territoire. Alors je sais pas, je suis curieux de voir comment Richard le ressent, lui, vu de sa place à accueil de jour. Mais ça, déjà, nous, on trouve que c'est une très bonne chose. Alors, après, avec les nécessaires questions de coordination, ça, du coup, c'est comment, si on est refusé par totem au final, au motif que le un chez soi semble plus adapté, ou alors l'IML santé, voilà comment, là, il y a un travail à faire encore, et qui sera toujours à faire de coordination. Nous, on se rend compte qu'on fait de plus en plus de réorientation aussi sur d'autres dispositifs. C'est-à-dire que nous, on ne défend pas l'idée du logement d'abord qui serait contre un modèle, pour le coup, d'habitat collectif ou de foyer tel qu'on en a. On se rend compte qu'il y a des personnes qui... Bon, alors, c'est quand même assez à la marge, mais juste l'année dernière, on a fait enfin, il y a 3 personnes qu'on a accompagnées, qui ont fait des demandes en pension de famille et qui sont allées en pension de famille. Bah, alors pareil, c'est-à-dire que le nombre d'ouvertures de places en pension de famille, et c'est un dispositif quand même très intéressant, nous, il répond beaucoup à une partie du public dont on s'occupe. Donc, on peut aussi avoir un parcours logement d'abord pour que les personnes sortent de la rue et ensuite faire des réorientations. Voilà, ça nous arrive aussi parfois d'en faire sur des appartements de coordination thérapeutique. Ça nous arrive plus à la marge, mais où des personnes finalement font une demande du coup en CHRS, mais parce que voilà, elles demandent un hébergement soit avec un veilleur, soit quelque chose de plus sécurisé, soit elles y sont pas arrivées financièrement. Donc voilà, donc on défend vraiment l'idée du logement d'abord, en tout cas comme une pièce en plus dans le puzzle, du coup voilà, qui permet quelque chose. Moi, sur Totem, je ramène aussi l'importance du coup de la rigueur, de l'éternelle rigueur de la multiréférence entre tous les collègues sur la communication, sur l'utilisation des outils, etc. Et aussi la question de la stabilité de l'équipe. Du coup, dans les structures sociales, on connaît pas mal de turnover. Nous, pas tant, et heureusement, parce que du coup, le pouvoir former des collègues, c'est long. On propose un accompagnement intensif pour des personnes du coup qu'on voit à peu près une fois par semaine. On a un accompagnement qui est non limité dans le temps. Du coup, si en tout cas il y avait cette problématique, je pense que ça aurait un impact sur la qualité d'accompagnement. Voilà.
OK, je saute sur un de vos enjeux actuels avant de passer la parole à Richard, et les questions sont toujours ouvertes, hein, n'hésitez pas, pour nos auditeurs à poser vos questions, on les attrape au fil de l'eau. Vous arrivez à trouver systématiquement des logements pour les personnes? A priori, c'est plutôt des personnes seules, il faut des petits logements, c'est pas les logements les plus faciles à trouver, quand on cherche des petits logements bien placés et pas chers, quoi, comme tout le monde, aspire à avoir. Comment ça se passe à ce niveau-là? C'est quelque chose qui est en train de se tendre. Mmh. C'est-à-dire on faisait pas ce constat il y a encore 2 ans. Alors forcément, c'est compliqué, hein, il y en a pas. Mais via les partenariats privilégiés, enfin, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on a élargi avec les bailleurs sociaux, c'est-à-dire que via la captation dans le privé, du coup sur les petites surfaces, du coup c'est voilà, c'est compliqué. Donc on avait élargi avec les bailleurs sociaux. Euh, il y a forcément, voilà, nous on a une partie des personnes dont on s'occupe qui sont OK pour aller du coup sur les quartiers prioritaires ou pas. Donc là, il y a un peu moins de tension. Mais on constate vraiment depuis 1 an, là, du coup, qu'il y a moins de propositions et que c'est moins fluide, du coup, par rapport à nos partenariats privilégiés. Donc, Oui. c'est un motif d'inquiétude, Donc sans surprise, le logement d'abord sans logement, c'est compliqué. clairement. Et en plus, alors, parce que quand on participe au réseau on participe à un réseau, un logement fixe et décent pour tous de la Fondation Abbé Pierre, donc à Paris. Clairement, quand on croise nos pratiques au niveau national, là, la question de l'offre du logement, du coup, elle est centrale. Enfin, on parle pas du logement d'abord à Paris, comme on en parle chez nous, comme on en parle. Bon, euh, il y avait quand on a construit Totem au tout début, on s'était basé aussi sur une expérience qui s'appelait Parenthèse par abri, et c'était en Ardèche, dans la Drôme, et c'était des collègues voilà qui étaient sur du financement AVDL, euh, et voilà, mais qui avaient la philosophie logement d'abord, c'est-à-dire qu'ils avaient des partenariats avec des agences, avec des propriétaires privés, et ils allaient capter des logements. Mais parce il y avait très peu de tension du coup sur leur secteur et qu'il y avait beaucoup d'offres et donc ils y arrivaient. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est un vrai point de vigilance, malgré la pertinence en tout cas de nos outils ou de nos partenariats ou de nos réseaux. Voilà, la question de l'accessibilité du logement, elle est essentielle. Et je rajouterais à ça, du coup, un des autres points de vigilance, c'est, alors pareil, hein, là j'enfonce des portes ouvertes, mais la question de la précarité financière, la question de la précarité énergétique. On se rend compte là, en sachant que nous, enfin les gens dont on s'occupe, c'est des magiciens, hein, enfin globalement, survivre avec voilà, enfin, 560 euros de RSA, du coup, donc on essaye d'être dans les 100 euros, 130 euros passés partout entre le loyer et les charges. Là, il y a les 2 dernières personnes qui sont entrées dans des logements, quand elles ont mensualisé pour le coup l'électricité, c'était entre 70 et 120 euros par mois. Et donc là, on se rend compte que sur le maintien dans le logement, même quand on a, voilà, essayé, ouais, on a essayé d'avoir le budget le plus équilibré, en tout cas le plus bas possible, bah, du coup, là, juste sur la question de l'électricité, ça remet en cause clairement certaines personnes au niveau du maintien dans le logement. C'est une vraie source d'inquiétude. Oui, donc ça nécessite, un logement, incluant, ces fluides, à bas coût, et adapté donc ça fait partie des dispositifs dont les publics ont besoin de ces petits logements à bas coût, y compris dans l'usage et des fluides derrière, sur notre territoire, donc ce qui alimente la question du besoin de produire ces logements par tous les moyens possibles. Je passe la parole à Richard pour revenir à vous, parce que je pense qu'il y aura des allers-retours. Merci beaucoup, Lionel et Maureen pour cette, présentation et ces allers-retours. Richard, tu pilotes un accueil de jour point d'eau qui voit passer beaucoup de public à la rue. Et du coup, ma question assez naturelle, c'est est-ce que le dispositif Totem, il est adapté aux besoins des publics que vous voyez? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? C'est sûrement un peu des deux, peut-être pas tous les publics. Et quels sont peut-être toi les points forts que tu pourrais voir de ce dispositif? Surtout, tu as eu le temps de le voir un peu évoluer sur le territoire. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Par rapport notamment, voilà, encore une fois, au public que vous voyez dans l'accueil de jour. Alors, je vais faire comme les politiques à la radio, c'est-à-dire que je ne vais pas répondre tout de suite à ta question. Mais je t'en prie. Et, et du coup, peut-être pas répondre, mais en tout cas, revenir vers Lionel quand on parlait des publics, en tout cas, et de l'évolution des publics
dont on parlait tout à l'heure, avec effectivement ce vrai changement de cap. Moi, je suis sur Point d'eau depuis fin 2014, Mmh. et du coup, depuis fin 2014, il y a des vraies bascules de public. Au début, quand je suis arrivé à Point d'eau, on recevait 80 personnes par jour et globalement des publics qui sont accueillis, au sein de Totem en grande majorité, on va dire à 70 du public qu'on recevait. Aujourd'hui, on est à peu près entre 230 et 250 passages jour, et on reçoit, sur ces je dirais toujours autant de publics qui sont accueillis chez Totem, mais mais le reste du chiffre est compensé par des personnes en grande partie en tout cas, sans droit ni titre ou en cours de demande d'asile, mais pour la plupart ou déboutés qui n'ont jamais posé de demande et cetera. Donc on reçoit des publics qui ont vraiment explosé en termes de fréquentation, enfin en tout cas, et en termes de diversité et en termes surtout de public qui, a de moins en moins accès à tous ces dispositifs qui se sont alignés. Parce qu'en face de ça aussi, si on regarde le paysage des dispositifs, parce qu'il y a les publics qui évoluent, mais les dispositifs se sont aussi construits, tu en parlais Lionel tout à l'heure, entre le un chez soi et cetera. On s'aperçoit que ces dispositifs-là, ils ont été construits exclusivement à chaque fois pour des personnes avec droit et du coup, ça ne répond pas du tout à l'augmentation exponentielle des publics qui fréquentent, les structures d'urgence sociale. Donc il y a une espèce de verrou là qui s'est installé depuis un certain nombre d'années, sur le fait de créer des dispositifs qui répondent pas, finalement à la masse, qui répondent à des problèmes de personnes. Ça, c'est extrêmement clair parce que, comme le dispositif Totem, je vais y revenir, répond à une bonne partie en tout cas des problématiques que rencontre une partie de notre public. Mais la création de ces dispositifs-là, à un moment donné, ne répond pas, en tout cas, à la problématique de l'augmentation et de la fréquentation de nos structures. Ça, c'est un 1er élément. Moi, j'ai 2 choses que je retiens dans la réflexion, dans le rapport à Totem. Depuis que je suis là, c'est à la fois une pratique inspirante, et à la fois une structure hybride. Pour moi, c'est ces 2 éléments-là que je trouve, assez intéressantes, en tout cas dans la typologie d'accueil que vous pouvez réaliser et de logement. C'est qu'on est je dis une pratique inspirante parce que je pense que vous étiez les premiers sur le territoire à embaucher des travailleurs pairs. Heu, vous avez continué de le faire et là, tout à l'heure, tu parlais de quasiment la moitié de l'équipe et c'est ultra intéressant en tout cas de voir ce côté, avec 2 pôles en tout cas, un côté travailleurs pairs, un côté acteurs sociaux qui travaillent ensemble et ce format binôme, ce format, en tout cas qui a tout son sens, dans la question d'accompagnement. Je dis inspirante parce qu'elle nous a aussi inspirés, du coup beaucoup et du coup on a embauché des travailleurs pairs, aujourd'hui aussi à Point d'eau et ça m'amène vers, tirer les fils qu'on a sur les points communs qu'on peut avoir entre, Totem et Point d'eau. La question de la considération, qui est centrale dans votre accueil et je pense que c'est un élément, ça renvoie à la question de la posture. Tu en parlais tout au début je pense que s'il y a bien un élément central dans l'accueil des grands précaires comme vous le faites et avec les publics avec lesquels vous travaillez, c'est la question de la posture. C'est-à-dire que c'est pas simplement un dispositif, avec un plaquage, avec, tiens on fait de la RDR, tiens on fait et cetera. C'est aussi une posture, de travail, c'est une considération, c'est le fait de considérer réellement la personne avec qui on est en face et ça, je pense que c'est un élément, en tout cas central, dans ce que vous pouvez réaliser, à Totem et dans ce que j'espère qu'on essaie de réaliser chez nous. Donc je la question, de la dimension collective que vous avez gardée, moi pour Point d'eau est administrateur au même titre que l'Oiseau Bleu et ce qu'on des possibles est administrateur, du Un Chez Soi d'abord aussi. Et typiquement, moi c'est des questions sur lesquelles je suis assez souvent revenu sur cette question du lieu, ressource, du lieu de partage et alors le chez soi le fait en décalé, le fait pas sur son site, mais peut le faire parfois avec des actions collectives à d'autres endroits. Mais je trouve que c'est une dimension qui est réellement, centrale, et qui fait partie de la question de la considération. C'est-à-dire qu'on est capable de recevoir les personnes et pas exclusivement de traiter des problématiques, mais aussi
aussi d'être en échange avec elles de façon très neutre, de manger, d'aller boire un coup, de boire un café, de discuter avec elles de tout et de rien, et on n'est pas simplement dans une relation d'aide sociale et d'accompagnement, et toujours cette question d'accompagnement. Je trouve qu'avec la grande précarité, en tout cas, c'est un élément qui émerge beaucoup. La question de la parité est aujourd'hui dans quasiment tous les appels d'offres. Il y a quasiment plus d'appels d'offres qui sort sur la question du logement ou de l'urgence sociale sans qu'il y ait un travailleur pair obligatoire dans l'équipe, etc. Donc c'est une notion centrale, cette question de la parité au sens large et pas que au sens travailleur pair d'ailleurs du terme. Et c'est une structure hybride parce que il y a encore un paquet de publics. Encore récemment, le HSO Soi d'abord, typiquement, a resserré ses critères de sélection autour de sur la question médicale. Et typiquement, bah, il y a moins de personnes qui peuvent rentrer dans le dispositif. Et du coup, on se retrouve avec une espèce d'hybridité où le logement d'abord ne convient pas parce que pas assez d'accompagnement classique, on va dire, au sens où il est mis en œuvre aujourd'hui sur le territoire. Et le chez soi, les gens sont pas pris, et on se retrouve avec des publics qui naviguent, qui flottent au milieu de ça. Et je pense que le dispositif Totem a vraiment son sens à cet endroit-là, parce que vous avez acquis en 11 ans, tu le disais tout à l'heure, une expérience, je pense, qui est centrale aussi dans le type d'accompagnement et dans l'approche d'accompagnement, dans la notion de confiance, dans la notion de considération des publics. Et je pense que ça, c'est vous restez du coup un espace qui nous permet en tout cas d'avoir des soupapes à un moment donné, de sortie de dispositifs, ou des gens qui sont pris nulle part. C'est un petit peu comme quand nous on reçoit sur l'accueil des personnes qui ont des troubles psychiatriques mais qui n'ont pas commis de crime, et du coup qui sont ni en prison et qui sont pas assez, j'allais dire, en explosion psychiatrique pour être mis en hospitalisation d'office. Bah, du coup, on se retrouve avec des publics qui sont entre deux. Et sur l'accueil de jour, souvent on peut être mis à mal, en tout cas dans ces moments-là, surtout avec le gros collectif qu'il peut y avoir aujourd'hui. Euh, mais sur la question du logement, je trouve que Totem joue ce rôle aussi d'hybridité entre les dispositifs. Vous adaptez, vous avez cette expérience que je dirais que les institutions n'ont pas. Parce que les autres dispositifs, souvent, sont portés par des institutions. Et là, il y a un côté innovant, malléable, associatif, qui vient s'adapter, qui vient se mouler un petit peu à ces différents espaces. Je reprends juste la parole 2 secondes, Richard, parce que tu as abordé, mais Lionel, plusieurs fois aussi, le chez soi d'abord, et il y a une question en lien avec ça. Effectivement, le chez soi d'abord, c'est un autre dispositif qui n'existait pas quand Totem s'est créé, hein, qui est un dispositif qui s'est essaimé au niveau national enfin, qui, à partir du niveau national, s'est essaimé dans différents endroits, qui vise à proposer aux personnes un logement, un accompagnement, mais qui est centralisé sur les personnes avec troubles psychiatriques avérés, c'est-à-dire une entrée avec un certificat médical, etc. Et c'est un dispositif qui est très pertinent pour répondre à ces publics qui sont sans ces pathologies, certifiées quelque part. Et du coup, ça étaye le propos de Richard qui dit bah, c'est très bien, mais pour ceux qui sont entre deux, qui ne sont pas suffisamment malades pour être de ce côté-là, ils vont avoir les mêmes besoins, un logement, un accompagnement renforcé, de la multiréférence, tout un tas de choses. Et c'est là où Totem, notamment, intervient. Donc, effectivement, si vous voulez des références sur Chez Soi d'abord, je vous renvoie notamment vers le site de la DIAL, de la Direction interministérielle à l'hébergement au logement. Il y a tout un tas de films et de valorisation de cette expérience Chez Soi d'abord, sachant qu'il existe un dispositif à Grenoble qui déploie exactement cette philosophie d'intervention et qui travaille évidemment en interconnexion avec Point d'eau, avec Totem, etc., etc. Donc voilà, juste pour le petit éclairage que Richard vous a fait toucher du doigt, qui répond à une question d'un auditeur. Je te laisse reprendre, Richard, excuse-moi. Et peut-être alors, je sais plus combien de temps j'ai, mais voilà, mais si je peux Tu peux parler prendre pendant 5 minutes encore, sans Ok. problème. Je peux parler pendant 5 heures, si vous voulez. Là, ouais, je dirais que vous appliquez nous un principe qu'on essaye d'avoir aujourd'hui aussi chez nous, et moi c'est ça que je trouve. Il y a une espèce comment dire, de
je joue de la comparaison, c'est pas une comparaison, mais en tout cas de travail commun et d'espace commun qu'on peut avoir. Et cette question, moi, j'ai souvent l'habitude de dire, on travaille à partir de 3 piliers sur nos structures. D'un côté, le logement accès au droit, qui permet en tout cas déjà de mettre la personne à l'abri et de réouvrir une démarche pour qu'elle puisse s'apaiser dans un lieu, en tout cas qu'elle ait un lieu à elle et qu'elle ait un toit sur la tête. La question de la santé qui vient se poser à travers la RDR, mais aussi au travers la santé somatique et autres sur lesquelles avec lesquelles vous pouvez traiter. Et la question du lieu, mais aussi la question des activités collectives. Vous parliez du travail avec Entropie tout à l'heure. La question de la remobilisation. Et souvent, le focus, en tout cas, sur les dispositifs à la fois d'hébergement, à la fois d'accueil de jour, à la fois d'autres structures, se focus sur les problématiques, sur le social, sur la santé, sur le logement, sur l'accès aux droits, et se focus très très peu, et notamment les questions financières, viennent assez peu remplir cette case-là de la passion, parce qu'une personne, c'est sympa de la mettre dans un logement et c'est sympa de la soigner, mais c'est comme chacun d'entre nous, si on n'a pas une passion, ben on se fait chier dans son appartement, quoi. Et puis on fait rien, et puis et ben du coup on s'en sauve à un moment donné de cet appartement parce qu'on n'a pas quelque chose qui nous y accroche. Et je pense au développement de divers ateliers, aux espaces de participation, au fait de recoller avec de la remobilisation en tout cas, et des espaces où la personne peut remettre de la passion dans sa vie. Et je pense que c'est un espace assez central, en tout cas, dans les dynamiques qu'on peut avoir sur ces structures-là. Et voilà, tout ça maillé de posture et de considération. Et je pense que c'est une mayonnaise qui, en tout cas, qui tient et qui prend depuis 11 ans. Voilà. Peut-être sur les limites, tu en parlais tout à l'heure de la notion quand on passe à côté finalement de certaines personnes, mais ça je crois que on se le prend tous à un moment donné parce qu'on travaille aussi avec souvent la psychologue qui gère nos supervisions dit vous travaillez avec l'impossible, et effectivement on travaille avec des zones qui sont d'une difficulté majeure, qui croisent quasiment toutes les problématiques de la société. Quand un éduc vient faire un stage chez nous, je lui dis bah, tu vas travailler sur la protection de l'enfance, sur le handicap, sur les travailleurs du sexe, sur les addictions, sur la santé somatique, sur l'hébergement, sur le logement. Enfin, tu travailles sur tout, quoi. Et nos La publics, maltraitance animale. oui, tout, Ouais, exactement. tout. Donc tous les sujets sont balayés. Donc effectivement, on travaille avec des zones qui sont extrêmement complexes. Et la question de l'exclusion, c'est ultra dur à vivre en plus pour les travailleurs sociaux, parce que s'il y a quelqu'un qui est exclu de la structure, bah, c'est quelque chose qui est travaillé, retravaillé, vu en supervision, échangé. On y passe des heures à échanger, savoir comment on y va, comment on continue de l'accompagner même s'il est toujours exclu, comment on travaille sur ces et cette zone-là, en tout cas, c'est une zone limite qui est extrêmement dure à tenir. Et je pense qu'avec le logement, en plus, que vous rajoutez, c'est-à-dire que vous travaillez avec des voisins qui ne sont pas forcément adaptés, on va dire, je pèse mes mots, au public avec lequel ils peuvent être voisins parfois, c'est pas simple, en tout cas, de tenir cet équilibre-là. La question de l'inconditionnalité, bon, j'en ai parlé en ouverture, hein, mais c'est vrai que le fait vous êtes sur un dispositif qui répond à des gens qui ont des droits ouverts, donc à un moment donné, voilà, ça se pose là. Mais voilà, ça serait intéressant peut-être de voir comment, alors encore une fois, dans les limites des moyens, parce que 8 salariés, voilà, c'est pas non plus de trop, je pense, pour gérer le dispositif, vu les problématiques, encore une fois, qui peuvent être à gérer au sens global du terme. Mais cette question ouais, voilà, cette question de l'inconditionnalité qui me taraude toujours, c'est toujours un peu une question qui vient me gratter dans le dos. Je regarde mes papiers que j'ai étalés partout sur le bureau en écrivant des petits bouts de notes si j'ai un peu, je suis un peu passé à travers les différentes choses. Peut-être la question de la saisine directe, effectivement, vous êtes d'un des derniers espaces où c'est encore possible. Conservez-le fortement. Enfin, pour le coup, toutes les démarches logement d'abord peuvent se faire aussi en partie, enfin pas toutes, mais en partie, que ça soit le chez soi ou que ça soit le logement d'abord. Nous, on le traite avec la métro ici et avec vous. C'est encore des espaces où on peut faire de la saisine directe. Et ça, c'est vrai que ça nous sort des belles épines du pied régulièrement sur ces questions-là.
Voilà, la durée de l'accompagnement. Ça aussi, je crois que ça fait du bien d'avoir des lieux où on se dit, «OK, la personne elle est pas là pour, 6 mois, puis dans 6 mois, il faut absolument avoir trouvé une solution dans 6 mois, sinon elle sort, quoi». Et on sait que ça marche pas, avec les publics, vous accueillez des gens depuis 9 ans, nous on a des gens dont on a les bagages dans la bagagerie depuis 10 ans, 15 ans aussi. Et voilà, mais c'est aussi la vie de la rue et c'est aussi cette dynamique-là et je pense que c'est la force des structures, comme les vôtres en tout cas qui fait que ça tient et que ça fait tenir les gens, que ça permet aux gens de tenir dans le temps. Voilà, ça va? J'espère que j'ai pas Ah trop dit de bah, moi, conneries, vous me c'est dites, parfait. Moi, j'avais une question complémentaire, à vous entendre. On a l'impression que ça peut marcher aussi parce que c'est pas trop gros. C'est-à-dire que le service, il est à taille humaine. On parle de 25 usagers en fil actif, enfin 25 places avec un peu plus d'usagers, parce qu'il y a ceux du service de suite, ceux qu'on accueille pour, être les futures, personnes accompagnées. Mais on tourne autour de 25 places, 8 personnes dans l'équipe. Peut-être que les principes que vous appliquez marcheraient pas si c'était plus gros? Ça, c'est peut-être une première question et qui peut aussi aller avec la question de Richard, de dire: «Bah, ça marche bien pour certains publics, mais si on n'ouvre pas la question de pouvoir faire entrer des gens qui n'ont pas des papiers, à jour, bah, c'est peut-être pas la peine d'ouvrir plus de places de ce type de dispositif. Il y a plus d'urgence à répondre à d'autres publics qui sont sur le banc de la touche». Enfin voilà, c'est une du coup, 2 questions dans la question. Est-ce qu'il faudrait ouvrir plus de places de totem? Et est-ce que s'il fallait en ouvrir plus, il faudrait mieux faire un deuxième service pour qu'il reste dans la taille dans laquelle il est? Voilà, c'est Alors déjà, merci Richard, du coup, pour ces retours. Il y a, il y a quelque chose que tu as dit, enfin, tout ce que tu as dit était très important, mais quand du coup tu as parlé de considération, c'est Julien Lévy, avec qui on a bossé, enfin, le sociologue qui parfois bosse avec nous, qui parlait de l'hospitalité. Et chose qu'on n'avait ni valorisée comme telle, mais effectivement, en fait, il y a une marque de fabrique, à un moment de dire la qualité de l'accueil. Et ça, effectivement, je crois ce qu'on partage avec Point d'eau. En tout cas, c'est ce qu'on, alors avec toute mmh. la difficulté pour vous de comment concilier qualité d'accueil et 200, plus de 200 personnes par jour, c'est hallucinant. Du coup, nous, ça, on est très protégés parce que c'est pour les personnes accompagnées, donc on peut, mais c'est quelque chose dont on devra, je pense, à terme, être vigilant à pas perdre. C'est-à-dire qu'il y a une des questions, et avant de revenir à Arthur sur tes Oui, questions, bien c'est sûr. la question de l'expérimentation, qu'est-ce qu'on tire? On a passé une zone de difficulté l'année dernière. Enfin, du coup, Maureen en parlait sur la question où il y a eu un peu de mouvement dans l'équipe et où on s'est rendu compte, en tout cas, que l'incarnation du projet, pour le coup, était à parfaire qu'il s'agit pas d'avoir effectivement voilà un beau mode d'emploi sur le papier, la manière dont c'est porté, dont c'est incarné, et que ça on peut pas le faire avec tous les professionnels. C'est-à-dire que et d'ailleurs c'est ce qui fait que c'est-à-dire que le mode d'emploi est transposable, mais la manière dont c'est fait, bah, ça repose sur une alchimie de personnes. Enfin, aujourd'hui, je veux dire, les gens qui composent le comité de direction, voilà, qui portent, qui défendent ça, les personnes qui composent l'équipe et les personnes accompagnées font un instant T qu'il se passe ça. Et on a un vrai enjeu, parce qu'en partie mon travail, du coup, en lien avec le CODIR, enfin le comité de direction, c'est vraiment comment, enfin, voilà, on a passé l'expérimentation, on arrive dans l'institutionnalisation de Totem, comment on préserve et on entretient ça, comment on garde ça. C'est-à-dire que tout ça est très fragile. On s'est rendu compte l'année dernière, voilà, que voilà, un peu de turnover, un peu de perte de sens, un peu de souffrance au travail, et puis très rapidement, bah, l'hospitalité n'y est plus, la réflexivité est moindre, bah, voilà, et qu'on peut voilà, faire un travail de moindre qualité, et qu'en fait, l'hospitalité, ça demande beaucoup d'énergie. Du coup, ça demande du temps, et que voilà, dans des approches très technicistes d'accès au droit ou autre, bah, ça va être la dernière roue du carrosse, alors qu'en fait, en fait, c'est la priorité. Et donc ça, typiquement, ça a été des journées de réflexion de service, ça a été, enfin, et donc je fais le parallèle avec la question de la taille humaine. C'est-à-dire que Maureen parlait de la multiréférence. La multiréférence, c'est quelque chose qui nous pose beaucoup de questions. On a tendance à dire qu'on sait la faire jusqu'à 25. On ne sait pas si on saurait la faire à 50 ou 100. Là, on vient de recalibrer toutes nos réunions d'équipe. Du coup, parce que ça nous allait pas, parce qu'il y avait beaucoup de pertes d'infos. C'est-à-dire que et c'est là où chez soi, il y a un très bon exemple là-dessus. Ça, le fait de faire de la multiréférence à 100, du coup, c'est impressionnant. Parce que voilà, comment tout le monde est à un même niveau, ou en tout cas un niveau d'information minimum, comment on se transmet les infos au quotidien, quelles infos déjà on se transmet, comment être en lien avec différents professionnels au sein d'une équipe. Voilà, c'est quand même très exigeant. Euh,
Et c'est quelque chose qui est à réévaluer constamment, du coup. Et il y a une démarche. Donc, nous, on défend effectivement notre. Voilà, on a un petit service, on a 25 places, on est une équipe. Enfin, voilà, une équipe moyenne. Bah, on pense qu'il faudrait d'autres totems, pas forcément nous, mais enfin, nous, le logement d'abord, et là, je vous rejoins tous les deux sur cette question-là, c'est-à-dire que enfin, si on politisait davantage, tout le monde devrait avoir un logement, enfin, il y a encore plus les gens sans pas, qui n'ont pas de perspective, enfin, c'est une évidence. Enfin, la question de, voilà, de la régularisation de tous ces gens, quand on voit, voilà, nous, les dégâts faits par la chronicisation de ces situations d'errance sur la santé des gens, sur la santé psychique des gens, on perd tout. Enfin, on perd du temps, on perd leur santé. Enfin, voilà, c'est dramatique. C'est pour ça que je tenais à dire, voilà, enfin, Mm. à porter le constat de mes collègues en maraude qui disent, mais on fait quoi pour ces gens? Déjà qui se cachent, ben voilà. Donc, bon, je ne ferai pas le parallèle avec la dernière loi immigration, mais voilà, qui est venu saper le moral, enfin, voilà, le moral qu'on gardait encore. Enfin, quelque chose qui est vraiment inquiétant quand on parle quand on parle d'errance. En tout cas, nous, notre petit service, effectivement, on pense qu'il a une responsabilité dans sa créativité et sa réflexivité. On ne pense pas qu'on pourrait avoir la même souplesse si on était à 50 places. Voilà, on pense qu'on pourrait peut-être garder ce même fonctionnement à 30 places, du coup. Mais je pense pas bien plus, du coup. C'est marrant parce que Maureen tout à l'heure relevait un truc en disant la stabilité de l'équipe. Je sais plus si c'est toi ou d'ailleurs ou Maureen, je Non, me c'était rappelle plus. Maureen. Ouais, voilà. Et du coup, je trouve que c'est un élément marquant qui n'est pas exclusivement lié au salaire, qui n'est pas exclusivement lié au travail en tant que tel, mais qui est lié aussi euh, au fait que nos structures, en tout cas dans le travail social, continuent, je pense, d'être porteuses de sens et d'engagement tout en professionnalisant le cadre dans lequel on travaille. Et je pense que c'est les deux éléments qui permettent vraiment et sans forcément que l'un prenne fortement le dessus sur l'autre d'ailleurs. Et je pense que c'est vraiment important de trouver l'équilibre entre cette zone d'engagement, cette zone de sens et cette zone de professionnalisation. Et ça permet aux équipes, enfin les équipes en tout cas, elles n'ont pas forcément envie d'aller sur des structures qui vont faire que de la professionnalisation ou de la prestation presque. Enfin, moi, ça me fait toujours hurler quand je vois le titre aujourd'hui avant c'était assistante sociale, aujourd'hui c'est assistante de service social. Et c'est comment on est dans un espace non plus de partenariat finalement avec les gens avec qui on travaille, mais de prestation. Et du coup, à quel endroit on se situe? Est-ce qu'on se situe dans la prestation ou est-ce qu'on se situe dans un vrai travail de partenariat avec les personnes avec qui on travaille et avec les institutions? Et je pense que nos structures se situent dans un espace de partenariat et pas dans un espace spécifiquement de prestation. Et je pense que ça, c'est un élément central. Je ne sais plus pourquoi j'ai digressé juste de la stabilité de l'équipe jusque-là, mais voilà. Enfin, en tout cas, je trouve que la stabilité de l'équipe, elle est à la fois révélatrice d'une atmosphère et du sens qui est porté dans les structures, et elle est à la fois nécessaire pour que nos publics puissent avoir justement une stabilité, parce qu'on a des gens qui restent là très longtemps, et ça permet de tenir, de garder. Et le lien de confiance, c'est quand même quelque chose qui se construit dans le temps, quoi. C'est pas quelque chose qui se décrète en quelques secondes. Mm. Et enfin, pareil sur les partenaires. Tu parlais de la COP métro tout à l'heure. Nous, on oriente beaucoup de monde chez vous. C'est-à-dire que, voilà, vu qu'il y a plein de moments où on fait pas de demande d'admission, parce qu'on, voilà, on l'ouvre pas parce qu'il n'y a pas de place. Donc, on réoriente les gens sur la plateforme Logement d'abord, enfin, sur les permanences Logement d'abord, du coup, à Point d'eau. C'est fou. Enfin, c'est là où, pareil, avant, on se rend compte qu'il y avait très peu de gens qui arrivaient avec une demande de logement social au début du suivi de Totem. Maintenant, de plus en plus, il y a des gens, alors soit dans le meilleur des cas, qui ont accès au logement via du coup, le super boulot de la plateforme Logement d'abord, et je le salue Hum, vraiment, parce que sur la philosophie, sur l'accueil, sur le non-diagnostic, c'est quelque chose vraiment qui a été incarné par toutes ces travailleuses sociales, voilà, qui sont Ah ouais, pour le c'est coup clair. en poste avancé. Et ça a un vrai impact sur la vie des gens, enfin sur l'accès aux droits. Le deuxième du coup partenaire. C'est que nous, on croit beaucoup, mais enfin, les partenariats sont souvent incarnés, enfin, et encore plus quand on est à petite échelle. C'est que typiquement, on a pu vraiment réduire la durée d'attente, enfin, la durée d'accès au logement via notre partenariat avec la SDH, et surtout, enfin, voilà, et c'est une histoire de rencontre avec Jessica Gelmo, qui est conseillère en économie sociale et familiale, et maintenant Elodie Cavana, euh, qui nous ont suivis, enfin, où, voilà, où il y a eu de la confiance et où tout s'est pas bien passé, enfin, voilà, où il y a eu des situations mais où elles se sont rendues compte que, alors,
Voilà, c'est un peu, mais qu'on soit en bail direct ou en bail glissant, quand ça se passait mal, en tout cas, l'équipe de Totem était là. Nous, on parle souvent d'une obligation de moyens, pas de résultat. C'est ce qu'on dit aux gens. On ne sait pas comment ça va se passer. Mais je regardais là, parce que je voulais vous le donner quand même, mais c'est sur l'année dernière, du coup, donc donc il y en a 9 personnes qui ont accès au logement, mais globalement, quasi toutes les personnes ont eu, enfin, les 38 personnes accompagnées ont eu un logement. Il y a seulement 17% des personnes qui ont rencontré un trouble du voisinage. Et quand on dit trouble du voisinage, nous, ça va juste à une sollicitation pour le petit caca de chien dans la montée, quoi. Donc, ça veut quand même dire, du coup, que par rapport à la représentation de notre public, en gros, punk à chien, 5 ans de rue, et 17% de troubles de voisinage rencontrés sur l'occupation des logements, bah, il n'y a pas photo. Enfin, on a raison de ne pas faire de diagnostic. Enfin, on a raison on a raison. Alors après, voilà, ce que je vous ai dit, il y a beaucoup, enfin, sur la question de la enfin, du paiement de loyer, là, il y a beaucoup plus de soucis. Mais parce que là, on va parler aussi d'autres sujets tels que la précarité ou autre. Mais tout ça pour dire, j'ai un peu digressé, mais un des points qu'on se rend compte, c'est que, enfin, on se dit qu'on est quand même sur un territoire très privilégié, où il y a un gros tissu associatif, il y a des gros accueils de jour qui font un boulot assez phénoménal pour quand même mettre une petite zone. On se rend compte que sur la capacité habitée, il y a quand même une vraie résistance des professionnels. Enfin, c'est quelque chose où voilà, ça fait 11 ans. Enfin, nous, voilà, ça fait 11 ans en tout cas qu'on essaie d'en parler. Alors, ce qui est bien maintenant, c'est qu'on a de plus en plus de chiffres, de plus en plus d'expérience et qu'on peut voilà, avoir un peu plus d'arguments. Euh, mais ça, on se rend compte, voilà, que c'est quelque chose que maintenant de plus en plus on va travailler avec les écoles, enfin voilà, à l'IUT, à Océlia, dans les écoles de travail social, voilà aussi pour venir déconstruire cette notion de diagnostic et de capacité à habiter. Mais globalement dans le réseau, c'est quelque chose voilà, qui demeure et encore plus chez les bailleurs. Enfin, là, je vous parlais de la SDH, où on a la chance d'avoir ce lien privilégié avec eux, mais de ce qu'on entend beaucoup et là aussi sur d'autres territoires, c'est-à-dire que la frilosité des bailleurs à aller pour le coup sur du logement d'abord et à demander pour le coup des garanties, des protections. Et ça, bon, là en termes d'expérience, j'aurais pas pensé que ça dure aussi longtemps. Enfin, je me souviens qu'à l'époque, Francis Silvande, qui était voilà, notre ancien directeur, je lui disais, mais pendant combien de temps on va devoir voilà, expliquer ces évidences? Et il m'avait dit, mais enfin, en gros, il m'avait dit, bah, ça va être très long. Et alors, c'est peut-être, voilà, j'ai la chance de vieillir, du coup, et je me rends compte, bah, ok, ouais, en fait, c'est très long. Il faut voilà, réexpliquer, réexpliquer, redire, redire. Et du coup, bah, c'est ce qu'on fait un peu, voilà, c'est ce qu'on fait un peu là. Et pour revenir juste là-dessus, je pense que c'est central dans la mission de nos structures. C'est-à-dire que pour moi, nos structures, elles ont deux missions principales. Elles ont d'accompagner des publics dans leur démarche, logement, etc. Mais elles ont aussi, et ça sera de plus en plus prégnant, et je pense d'ici 2027, une démarche de prouver et de montrer, d'afficher que nos publics, ils sont capables de et de les mettre. Mais pour ça, c'est pas nous faire des affiches, quoi. Pour ça, c'est faire en sorte qu'elles fassent réellement des choses et de leur donner une place qui permette qu'elles-mêmes, à un moment donné, elles mettent sur scène et qu'elles mettent en face des personnes, en face de la société classique, on va dire, euh, qui, qu'elles montrent ce dont elles sont capables. Nous, c'est ce qu'on fait sur le chantier d'insertion, par exemple. On fait de la bouffe de haute qualité pour les cadres sup de Air Liquide, quoi. Je fais court, mais à un moment donné, une fois qu'on a trois punks à chiens qui vont faire du service chez Air Liquide à la réunion des cadres sup, et que ça se passe bien et qu'ils reviennent chez nous parce que c'était bon, et ben on a prouvé qu'à un moment donné, c'est pas parce qu'on est SDF qu'on n'est pas capable de faire de la bonne cuisine et de faire même de la cuisine de très haute qualité, quoi. Et ça, je pense que c'est un petit exemple, mais je pense que c'est central. Si vous avez que 17% de problèmes de voisinage, eh ben c'est qu'à un moment donné, je ne sais pas quelle est la moyenne nationale de pourcentage de problèmes de voisinage, mais il est probable que ça c'est en dessous. Peut-être du pourcentage classique, normal, ça fait pas le même pourcentage que dans d'autres, que chez quelqu'un qui n'est pas dans un dispositif. Et du coup, à un moment donné, ça prouve que ben, faut qu'on arrête de raconter des conneries en disant que c'est pas des gens qui sont capables d'habiter, c'est pas des gens qui sont capables de faire, c'est pas des. Non, enfin, si on donne la place, si on laisse la place, ils le font. Ils le font et ils le font très bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus besoin de travailleurs sociaux. Ça veut dire que le binôme fonctionne parfaitement, par contre.
C'est là où je trouve que c'est intéressant. C'est là où il y a un équilibre. Mais c'est pas que les travailleurs sociaux qui bossent et qui font du truc condescendant. C'est pas que un espace d'autogestion totale. C'est cet équilibre entre les deux qui fait la réussite du dispositif. Merci beaucoup, Richard. Je vous remercie. On va arrêter parce qu'on va arriver vers l'horaire où tout le monde va devoir repartir vers des activités diverses et variées. Je vous remercie beaucoup pour vos interventions. Je vous annonce, bon déjà, sachez qu'il y a le replay qui sera disponible sur le site pour tous ceux qui auraient loupé, qui voudraient revoir. J'ai plus de questions en cours non répondues, donc on aura au moins réussi aussi la mission de répondre à toutes les questions posées par nos auditeurs, sachant que si vous en avez d'autres qui restent, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous et puis on tâchera d'y répondre, de réorienter. Et je vous annonce à tous le prochain 12-14 qui n'est pas sans lien avec des thématiques abordées, puisque le 9 avril, mardi 9 avril, il y aura un 12-14 sur le sans-abrisme, avec l'idée notamment de regarder un petit peu quelle est la réalité locale, qui sont les personnes qui sont dans des situations complexes? Bah tiens, les sans-papiers, les avec papiers, à la rue, dans un logement, chez un tiers, dans un centre d'hébergement. Enfin voilà, on va essayer de prendre le temps de partager avec vous, sur, qui sont les publics concernés, quel volume, quelles évolutions on peut voir. C'est toujours important de les mettre en perspective. Donc, quels sont les blocages rencontrés? Donc tout ça, c'est le 9 avril, prochain. N'hésitez pas, vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur le site d'Un Toit pour tous. Merci beaucoup Lionel, et Maureen qui a dû partir, plus tôt. Merci beaucoup Richard et merci à tous nos auditeurs, pour vos questions et votre écoute. À bientôt. Merci à vous. Merci.